Je suis niquée avec mon consentement. Il m'a abusée alors que je le savais. Me voilà encore une fois dans une situation pourrie pour laquelle j'ai donné mon accord et c'est de cela dont nous allons parler. Ce podcast s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Je vais décortiquer 3 emails de femmes et un email d'hommes pour que vous ayez des perspectives précises sur ce que c'est que se faire niquer entre guillemets avec son consentement. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Comment pouvons-nous nous retrouver dans une situation pourrie alors que nous l'avons vu venir, alors qu'au fur et à mesure des épisodes, nous avons eu les informations et pourtant nous n'avons rien fait? Et bien sûr, nous arrivons à un stade de douleur et de violence. Pour vous expliquer comment vous vous faites entre guillemets niquer avec votre consentement, je vais partir de 3 emails de coachés. La première s'est faite larguer par texto au bout de 1 mois après avoir couché 2 fois avec le monsieur. La seconde attend un engagement et la troisième entretient une espèce d'ordure et n'arrive pas à le quitter. Dans tous les cas de figure, ces 3 femmes se sont fait abuser, mais elles l'ont accepté. Et c'est vraiment important d'entendre que ce n'est pas un méchant vautour aléatoire qui aurait trouvé par hasard une petite proie fragile. Qui serez-vous? Évidemment, je parle de femmes parce que je reçois plus de mails de femmes, mais je pense que n'importe quel homme aurait pu m'envoyer le même email. Et d'ailleurs, je viens de recevoir un mail d'homme qui me raconte en quelques phrases comment il se fait niquer avec son consentement à chaque relation, ce qui fait qu'elles sont toutes vouées à l'échec. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à mon podcast si ça n'est déjà fait, à liker si vous avez apprécié pour encourager les vidéos et les podcasts à venir. Et je vous rappelle que j'organise dimanche 16 janvier à 20h un webinaire gratuit sur le thème « C'est décidé, j'arrête d'être célibe ». C'est d'ailleurs le titre d'un de mes livres. Vous trouverez le lien ci-dessous et si vous êtes sur le podcast, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube, Bénédicte Anne. Je vais commencer par le mail d'Isabelle, 40 ans, célibataire sans enfant, qui démarre une relation avec un certain Marc début novembre. Le Marc a 42-43 ans, il est célibataire sans enfant lui aussi. Il sort d'une histoire qui a duré 12 ans avec une femme qui l'a quitté et qui en ce moment est enceinte. Il en parlera beaucoup lors de leurs quelques rendez-vous. Ça démarre par un pont, autour de la Toussaint. Il lui propose d'aller visiter les châteaux de la Loire. Elle dit d'accord, mais on ne dort pas ensemble. On prend le temps de se connaître. Tout se passe très bien, il est très amoureux, très attentif. Évidemment, il lui saute dessus alors qu'ils ont 2 lits. Elle refuse. Elle est un peu dégoûtée parce qu'elle le trouve maigre. Et la relation devient plus tendue. Pour autant, elle le trouve intelligent, elle trouve qu'il écrit bien, et c'est plutôt rare sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, ils se sont rencontrés par une application. Ils se voient en tout 7 fois, ils font l'amour 2 fois, elle a donc attendu les 5 rendez-vous, mais parfois, le Marc disparaît pendant 1 semaine. La première nuit se passe moyennement bien, elle trouve qu'il manque de tendresse, les préliminaires sont très courts, c'est le minimum syndical, et le matin, il la force un peu, elle n'a pas très envie, et il part travailler là-dessus. Ils habitent à 1h30 de distance chacun d'une banlieue à l'autre, et c'est plutôt lui qui la fait venir que le contraire. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à la 2e fois, sexuellement ça ne se passe pas mieux, toujours aussi peu de tendresse. Il parle évidemment beaucoup de son ex enceinte et de sa mère chez laquelle il passe du temps. Comme il comptait aller à Barcelone en voiture, elle espérait qu'il la descendrait jusqu'à Toulouse où vit sa famille pour faire le trajet avec lui. Quand elle lui demande quand il part, parce qu'elle sait qu'il est toujours en voiture, il dit qu'il ne sait pas s'il va y aller. Il croit sans doute qu'elle aimerait l'accompagner. Conclusion, il lui envoie 2 messages pendant les fêtes et celui qui nous intéresse et qui justifie en partie ce podcast. Bonjour Isabelle, cela fait quelques jours que je veux t'écrire, mais je retarde à chaque fois car je suis un peu mal à l'aise et je n'ai pas envie de te faire de la peine. Je me dois d'être honnête avec toi et avec moi. Tu as été adorable avec moi. Nous avons passé de très bons moments, mais je sens que la flamme ne monte pas en moi. Probablement ce n'est pas le bon moment pour moi. Je ne sais pas. Je suis un peu triste que ça ne puisse pas marcher. Dans tous les cas, je te présente mes excuses de ne pas avoir clarifié la situation plus rapidement. Je suis un peu mal à l'aise. J'espère que la rentrée n'est pas trop chaotique pour toi. Qu'est-ce que je peux répondre? Demande Isabelle. Certes, il ne correspond pas tout à fait à ce que j'attends d'un homme. Manque de tendresse. J'aurais aimé au moins le revoir une fois, discussion de vive voix. C'est ce que j'appelle être niqué avec son consentement. Si on regarde bien, il y a 3 points importants.
que je vous ai déjà donné. Il lui saute dessus et il boude après qu'elle a refusé de faire l'amour avec lui. Il a perdu la tendresse qu'il avait. Les rendez-vous sont laborieux et il passe beaucoup de temps à parler de la grossesse de son ex et de sa mère. Je vous résume un peu la situation. En gros, Isabelle avait en face d'elle un homme qui était en miroir avec elle, parce qu'elle aussi est célibataire sans enfant et c'est compliqué. Je l'ai encouragée pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle n'avait pas fait l'amour depuis des années et qu'il fallait bien remettre le pied à l'étrier, remettre du jus dans son corps pour dégager autre chose que de la froideur au niveau du bas-ventre. Et la deuxième raison, c'est qu'on a pu apprendre le calendrier du monsieur, en d'autres termes, son rythme. Il appelait souvent au dernier moment, pour le soir même. Elle a appris à lui dire « j'aurais adoré te voir mais je ne suis pas disponible ». Elle a appris à ne pas se précipiter sur lui et à lui proposer de le voir ce qu'elle faisait avant. Et c'est vrai que c'est un enseignement dont elle se serait passée, mais ça lui a permis quand même d'avancer. Et c'est ça notre objectif. C'est à partir des histoires foireuses, apprendre ce qu'il faut faire, comment se comporter et surtout comment analyser que l'autre va nous imposer quelque chose que nous ne voulons pas. La maigreur de ce Marc l'a vraiment dégoûté la première fois, mais finalement l'attachement, enfin le léger attachement, a fait qu'elle en faisait abstraction. J'ai vu des coachés rentrer dans des histoires avec des types qui leur plaisaient pas du tout, ou le contraire, mais une fois que l'attachement est là, c'est souvent un attachement névrotique qui n'est pas lié à de bonnes raisons, et on finit par oublier ce qui nous avait au départ quelque peu contrarié. Pourquoi je dis que c'est avec son consentement? Parce que si elle avait bien écouté les plaintes à propos de l'ex, et notamment sa grossesse, qu'elle ne m'a révélé qu'en fait, lorsque nous avons débriefé cette relation. Parce que si j'avais entendu parler de l'ex et de sa grossesse, tout de suite, j'aurais mis le drapeau rouge. Donc c'est ce que j'appelle la petite niquette ordinaire. Ça arrive à beaucoup de coachés, des histoires qui démarrent, qui durent un mois ou 2, et le type disparaît après avoir couché. Chez les femmes, elles disparaissent en général après la première nuit, et elles disent, comme me l'a relaté un de mes coachés, je ne couche jamais 2 fois avec le même homme. Donc ça arrive aussi aux femmes, bien sûr. Un peu moins souvent quand même. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième façon de se faire niquer avec son consentement. C'est l'histoire de Nathalie, qui doit avoir une 50aine d'années. Elle a habité en Belgique pendant 30 ans, et je vous lis son email. À cause d'un homme que j'ai aimé profondément et avec lequel je n'arrivais pas à avoir la relation que je souhaitais, j'ai tout quitté pour aller m'installer dans le sud de la France. Ça, c'est la réaction classique d'une femme qui prend une grande décision de rupture pour oublier, mais pas enterrer. Et ce qui devient intéressant, c'est ce que Nathalie nous dit. Et depuis plus d'1 an, j'ai à nouveau des contacts avec cette personne. Quand je vais en Belgique, on se voit et on passe de super moments. J'attends vraiment qu'il me propose de faire sa vie avec lui. Il faut savoir que cet homme a eu une dernière relation très très compliquée. Alors ce que je trouve extraordinaire, c'est la manière dont Nathalie nous résume en quelques lignes des années d'amour et de souffrance. Le point essentiel, c'est que sa dernière relation était très compliquée. Ça nous renvoie à l'histoire de Marc qui se fait larguer, sans doute parce qu'il ne s'engage pas, et son ex se retrouve enceinte finalement assez rapidement, tandis que lui est toujours dans le même schéma. Donc le passé de la personne que vous venez de rencontrer est essentiel. L'enquête de terrain, c'est essentiel. Et je vous renvoie à la vidéo sur le sujet, les questions à poser avant un premier rendez-vous. Parce que si vous découvrez sur place toutes les informations, vous avez perdu votre temps. Dans certains cas, c'est bénéfique de voir du monde, même si c'est pas ça. La plupart du temps, c'est plutôt désérotisant, décevant, frustrant. Donc ce qu'on voit, c'est que Nathalie est rentrée dans une histoire intime avec un homme qui était perturbé par sa dernière relation et peut-être encore un peu dedans. Elle l'a profondément aimé, mais il ne lui donnait pas ce dont elle avait besoin. Elle est quand même restée sans doute assez longtemps avec lui, en espérant que ça change, jusqu'à ce qu'elle prenne cette décision brutale. Le problème, c'est que le monsieur, voyant sa proie lui échapper, sa proie renarcissisante, sa proie folle d'amour qui lui donnait l'énergie pour je ne sais pas quoi faire, mais peu importe, a trouvé qu'il y avait un manque. Donc, je ne sais pas qui a recontacté l'autre en premier, mais ça arrangeait bien tout le monde. Et maintenant, l'avantage que ce monsieur a, c'est que lorsqu'elle vient en Belgique, il la voit peu dans l'intensité et il ne subit plus sa jérémiade quotidienne pour obtenir une belle relation qu'il ne veut pas donner. Et ce qui est fou, c'est que Nathalie se remet dans la posture. J'attends vraiment qu'il me propose de faire sa vie avec lui. Donc, rien n'a changé, c'est à distance. Pour elle, ça la remplit, ça l'empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Et pour lui, c'est tout bénef parce que il prend sans rien donner et la distance le protège. Quand je dis niquer avec son consentement, c'est qu'elle avait une fois de plus tous les éléments. Et j'insiste vraiment sur ce point. Ça ne signifie pas que toutes les relations qui démarrent avec quelqu'un qui est abîmé vont à l'échec, mais dans tous les cas, ça s'appelle une relation de guérison. Au pire pour l'autre, au mieux pour les deux. Et il se trouve, fort heureusement, que certaines relations de guérison évoluent sur une vraie histoire.
Malheureusement, la plupart du temps, c'est celui qui est guéri, le premier, qui quitte le navire pour de nouvelles aventures plus durables. Je continue avec l'histoire de Sylvie, qui a 65 ans, qui est vétérinaire et que j'ai connue lors d'un café de l'amour en province. Sylvie est en couple et elle nous dit « Je suis en couple depuis 18 ans avec un homme de 17 ans de moins que moi. Après 20 ans en couple avec le père de mon fils. » Donc on a vu que Sylvie n'est pas une femme à avoir des histoires courtes et quand elle s'engage, ça dure longtemps. Sauf qu'il a 17 ans de moins qu'elle. Elle en a 65 aujourd'hui, ça veut dire qu'à l'époque, elle avait 48 ans lorsqu'elle l'a rencontré, il en avait donc 31. Et ce qu'elle nous dit, c'est « Je souhaite me séparer depuis longtemps et semble prête à prendre la décision, j'y suis presque cette fois-ci. » La raison pour laquelle elle souhaite se séparer, c'est que sa relation est très particulière, dit-elle, sans intimité ni tendresse physique depuis 15 ans. Elle est avec lui depuis 17 ans, ça veut dire que ça fait 15 ans qu'elle aurait dû le quitter. Quand elle fait le bilan, elle raconte qu'il y a eu d'abord à vivre la pornographie, ses problèmes d'alcool, ses soirées tardives, son infidélité. Pas de communication possible sur ces sujets. Toute conversation coupe court, il ne veut pas communiquer. Ils vivent en colocataire et elle ne veut plus continuer. Elle n'arrive juste pas à le quitter, mais ça semble prêt. Pourquoi je vous parle de cet email? Parce que Sylvie vit depuis 15 ans un enfer, avec son consentement, puisqu'elle a tous les éléments pour le quitter. Elle ne le dit pas, mais je suis quasiment certaine qu'elle l'entretient en partie, ou en tout cas, même s'il paie un peu, il a une meilleure qualité de vie en vivant avec elle, qui a un bon métier et qui doit avoir une maison, et il est probablement hébergé, c'est ce que je sens. Donc il y a de l'abus aussi à ce niveau-là. Elle nous dit, je ne cherche plus à comprendre l'absence de désir de mon compagnon. Normal, au fond, je suis plus âgée, donc inceste symbolique. Non, non, pas du tout, Sylvie. Ça n'est pas la question. Ça n'a rien à voir. Vous pourriez être avec un homme de 17 ans de moins que vous qui vous désirerait follement. On a vu ça. Georges Sand avec tous ces jeunes Lionceau, Chopin et toute la clique, sans parler du président de la République, lol. Et le nombre de femmes mûres qui ont des amants plus jeunes qui les désirent me laisse à penser que ça n'a rien à voir. Je ne suis plus en souffrance, nous dit Sylvie, mais elle précise qu'elle a été dépressive pendant de nombreuses années, avec traitement et suivi psychologique, à attendre son désir. Donc, Sylvie savait qu'il était infidèle, qu'il était alcoolique, qu'il rentrait tard de ses agapes et qu'il pratiquait la pornographie le reste du temps, mais elle a préféré tomber en dépression et se faire suivre avec, à mon avis, quelqu'un de discutable, parce que je peux vous dire qu'avec moi, ça aurait pas duré 15 ans, ça aurait duré, on va dire, entre un mois et un an. Après, il faut aussi, évidemment, accompagner la résistance et les bénéfices cachés qu'il y a à subir ça. Mais là, je suis hyper choquée de voir la souffrance que Sylvie a vécue. À attendre son désir. Vous voyez, c'est ça le mot-clé. Ce qui l'a fait rester, c'est d'attendre son désir. Et vous voyez, si on fait une parenthèse avec Nathalie, je suis convaincue que Nathalie, sur le plan de la sensualité, c'est le nirvana. C'est l'érotisation totale. Il l'a fait grimper au rideau. Là, on est dans l'autre bord, à l'opposé, la deuxième face de la médaille. Qu'est-ce que Sylvie attendait en réalité? Qu'est-ce qui se cachait derrière ce désir, qui n'est que la partie visible d'un iceberg? La sexualité est souvent un prétexte. Quand un homme refuse de faire l'amour à une femme, tout en la narguant avec d'autres, c'est une forme de vengeance, c'est une forme de colère, et je vous renvoie à mon podcast sur le sujet. Mais quand une femme reste 15 ans à souffrir, et il est probable que l'alcool, l'infidélité, les soirées tardives, alors que monsieur était en partie entretenu, ne datent pas d'il y a 15 ans. Il a dû commencer entre 6 mois et 1 an de relation. En tout cas, le temps de la ferrer, parce qu'il faut quand même au départ amener un petit sucre, si on veut que le chien lève la papate. Donc je sais que Sylvie va rejoindre le webinaire de dimanche. Elle aurait préféré qu'il fût sur la rupture, parce qu'évidemment, son problème c'est de le quitter. Elle nous dit d'ailleurs, même si ce désir revenait chez lui, c'est trop tard pour moi, je n'ai plus de désir, ni de colère, une forme d'indifférence, maintenant, de ma part. Donc elle est arrivée au point de non-retour, qui lui a quand même pris 15 ans. Ça veut dire, Sylvie, à quel point vous êtes habituée à la souffrance. Alors la piste que je vais vous donner, parce que je ne connais pas votre histoire personnelle, c'est qui se cache derrière cet homme que vous n'arrivez pas à quitter. De qui attendez-vous le désir, en d'autres termes, l'élan vers vous, l'allant pour vous? De qui attendez-vous l'attention derrière cet homme? De qui auriez-vous aimé une forme de reconnaissance qui vous aurait rendu vivante, qui vous aurait permis de rencontrer des hommes qui ne vous abusent pas? Voilà ma proposition. Je termine avec le mail de Stéphane pour équilibrer la parité. C'est pas la totale parité, mais disons que c'est une parité qui correspond aux personnes qui me suivent, environ un homme pour 3 femmes. Et je suis plutôt optimiste. Stéphane nous dit, j'ai des problèmes récurrents en amour. Ces problèmes récurrents, c'est, ouvrez des guillemets, je sors avec des femmes plutôt soumises que je finis par quitter car je n'ai plus de désir pour elles. Ou alors avec des femmes qui sont dures, exigeantes, et ce sont elles qui arrêtent la relation, car elles ne me trouvent pas assez ceci ou pas assez cela. Pourquoi je n'arrive pas à choisir une femme équilibrée? Je le sens bien au début de la relation, si ça va le faire ou pas. Stéphane nous dit une fois de plus,
qu'il est niqué avec son consentement. Ce qui est intéressant dans le mail de Stéphane, c'est qu'il nous propose les deux faces de la médaille. La première, c'est la petite chose fragile que l'on peut dominer et qui évidemment ne l'excite pas. Donc vous voyez bien que ces phénomènes d'érotisation fonctionnent pour tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes. Et les dures et exigeantes, les castratrices, sont celles qu'il domine. Donc j'imagine qu'après chaque relation avec une femme castratrice, Stéphane se console avec une femme soumise qui l'ennuie. C'est sa relation de guérison. Et là, j'invite les femmes soumises qui rencontrent Stéphane à faire un bon interrogatoire sur son passé pour comprendre à quelle sauce il va les manger et ne pas se retrouver largué par manque de désir. Vous voyez, c'est intéressant parce que le désir est quand même le mot-clé dans toutes ces histoires. Chez Isabelle, le désir est pulsionnel et c'est la saillie du monsieur qui ne fait pas de préliminaire. Chez Nathalie, le désir est fort et c'est une promesse qui permet d'entretenir la relation. Chez Sylvie, le désir était intense, mais il n'a pas trouvé de réponse. Et chez Stéphane, quand il n'y a pas d'enjeu, de domination, de challenge, il n'y a plus de désir. Je vais donc vous renvoyer, Stéphane, à ma vidéo sur les toutous, mais je vais quand même vous donner quelques pistes. Je ne connais pas votre histoire, donc il m'est difficile de savoir si la personne dure dans votre famille était le père ou la mère, mais ce qui est sûr, c'est que vous vous donnez du mal pour faire du bien à des femmes qui vous crachent dessus parce que vous n'arrivez jamais à la perfection. Alors, est-ce que cela signifie que vous aviez un frère ou une sœur qui obtenait toute l'attention? Ou est-ce que votre mère était exigeante? Ou votre père? Ou est-ce qu'au contraire, on vous comparait? Je manque d'éléments. Mais pour moi, la clé n'est pas la femme soumise qui vous console, mais le challenge avec la femme qui vous quitte. Et si vous ne parvenez pas à choisir une femme équilibrée, c'est que vous avez un bénéfice caché à rencontrer ces femmes dont vous êtes red dingue et que vous désirez, mais avec lesquelles la relation n'est pas possible. Un peu comme si vous couriez après une forme de reconnaissance en étant parfait, mais que derrière tous ces efforts que vous faites, ça ne suffit jamais. Ce qui m'amène à penser que l'un de vos parents, ou peut-être un membre de la famille, parce que ça peut prendre beaucoup de formes, était très exigeant. Dans tous les cas, il y a chez vous une inversion des polarités, à savoir que vous êtes féminin quand vous devriez être masculin, et masculin quand vous pourriez être féminin. Ça veut dire qu'avec une femme soumise, vous êtes un homme au-delà de ce qu'on vous demande, et avec une femme exigeante, vous êtes une fiotte. Pardonnez-moi, mais vous êtes soumis. Donc la première chose à faire, c'est d'aller récupérer vos coronesses, parce que pour l'instant, elles sont un peu loin. Et quand vous les utilisez, ça vous ennuie. Et donc ça tombe très bien que vous veniez au webinaire, car si vous le souhaitez, je vous prendrai en coaching express, et je vous dirai là où ça bloque. Stéphane, vous l'avez bien dit, je le sens bien au début de leur relation si ça va le faire ou pas. Donc vous voyez, le point commun à ces 4 histoires, c'est qu'en fait vous savez. Il paraît qu'un homme ou une femme averti en vaut 2. Eh bien malheureusement, nos programmes d'enfance, nos inconscients, nos mémoriaux à des personnes du passé, nos angoisses, le fait d'être submergé par nos pulsions, nous empêchent d'entendre cette petite voix qui vous dit « Faut pas y aller, il y a un danger ». Et pourtant cette petite voix, si vous l'écoutiez, vous éviterez bien des histoires dans lesquelles vous êtes entre guillemets niqué. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.